Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Tania. Et c'est que du bonheur aujourd'hui également avec Pascal Coco que j'ai le plaisir de réaccueillir à ce micro. Salut Pascal. Salut Tania, moi aussi je suis très contente d'être ici. On se disait ça se compte presque en années Pascal. Mais oui. Et pourtant, tu œuvres toujours en tant qu'éducatrice en santé sexuelle. Depuis combien d'années maintenant tout ? Je crois que je travaille à l'éducation familiale depuis 2003. 2003 ? Oui. Waouh. Le temps passe vite, hein. Et très 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 vite. Qu'est-ce qui toi, Pascal, rappelle-nous, t'a, on va dire, orienté vers cette formation d'éducatrice en sexualité ? C'est une vieille histoire en fait. J'étais enseignante et j'avais organisé à l'époque dans mon cercle scolaire la venue des cours d'éducation sexuelle parce qu'il me semblait que cette thématique était très importante dans la vie des enfants et des parents aussi. Et à la suite de ça, je me suis formée en santé sexuelle. Et j'ai continué à œuvrer et aussi à lutter parce que la question de l'éducation sexuelle est souvent remise en question dans notre société et à l'heure actuelle encore. Hier, j'ai lu un rapport d'une organisation alémanique qui remet vraiment grandement en question l'éducation sexuelle scolaire. Mm-hmm. Donc c'est vrai que j'ai un côté aussi militant. C'est bien à cette thématique. Parlons-en justement, parce que c'est vrai, malgré tout, on a beau être en 2017, on a beau être... j'allais dire abreuvé, mais c'est pas le mot. Je dirais qu'on a des images de sexualité partout. On a des articles qui concernent la sexualité. On doit correspondre à tel et tel truc, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, Pascal, est-ce qu'on peut dire malgré tout que la sexualité est toujours et encore tabou ? Oui, je pense. Ouais. Je pense. Moi, je dirais, c'est vrai, il y a beaucoup d'images, mais les mots nous manquent encore. Voilà. Et c'est souvent ce que j'entends aussi de la part des parents d'enfants, de jeunes enfants qui ont entre 0 et 7 ans, c'est ce qu'ils disent. C'est, je ne sais pas comment dire, ou je ne sais pas s'il faut dire ou pas, répondre aux questions ou pas, par exemple, des enfants, ou anticiper les questions. Donc, souvent, les parents se sentent démunis aussi face à ces questions. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu as vu malgré tout une évolution, je dirais, en à peu près 20 ans, on va dire, en gros, que tu suis cette thématique-là. Est-ce que tu sens une évolution, une ouverture différente de la part des parents ? Oui, vraiment. Une volonté, en tout cas une volonté des parents, en tout cas pour ceux qui s'inscrivent aux ateliers par exemple, donc qui se préoccupent de ces questions-là, plus de soucis, je dirais, en termes de prévention, c'est-à-dire comment on peut protéger nos enfants, bon, bien évidemment des violences sexuelles, de l'abus sexuel, mais aussi de ce que la société donne à voir en matière de sexualité. Et c'est vrai qu'en même temps, notre projet à l'éducation familiale, il vise pas tellement un but préventif, mais plutôt un but de promotion, c'est-à-dire renforcer des compétences positives qui permettent à terme aussi non seulement de se développer et d'être bien avec soi, son corps, son identité, être une fille, être un garçon. Et quand on peut faire ce travail-là avec des parents et des enfants, c'est sûr qu'on va donner aussi des outils aux enfants et aux parents pour se protéger. Mais la porte d'entrée est une porte d'entrée positive. Bien, ça c'est déjà bien. On va parler justement de manière concrète aussi de comment répondre aux questions de certains enfants. Mais c'est vrai, Pascal, que quand notre petit bout qui, comme on l'a dit tout à l'heure, entre 0 et 7 ans, arrive vers nous et commence à nous poser des questions sur la sexualité, sur comment est-ce qu'il est venu au monde, sur pourquoi ma sœur elle a pas un zizi comme moi, etc., etc. Très souvent, c'est vrai, c'est tellement spontané de la part de l'enfant que le parent il est démuni. C'est vrai. La plupart du temps, mais ça dépend aussi de sa propre histoire, de ce qu'il a reçu de ses propres parents en matière d'éducation à la santé sexuelle et de sa propre intimité. C'est vrai que quand un enfant vient poser ce genre de questions, il vient toucher aussi à notre propre intimité, à notre sexualité d'adulte, et que du coup on comprend bien en tant qu'adulte qu'on va pas transmettre des éléments de notre propre histoire intime à l'enfant et qu'en même temps on doit lui répondre parce qu'il questionne là-dessus. Donc souvent les parents se sentent un peu démunis
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est souvent que cette thématique, elle n'est pas anticipée. Oui, c'est ça. Pour toutes les thématiques éducatives, on anticipe, on prévoit les étapes suivantes. Et on porte et on amène l'enfant vers ces étapes-là. Et en matière de sexualité, on a du mal à l'anticiper. C'est ça. Hein. Et les questions arrivent et on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Je donne l'exemple. L'autre jour, mon fils, il vient vers moi. C'est vrai que j'avais jamais été confrontée à une de ces questions. Il vient vers moi puis il me dit, mais alors écoute maman, il y a un truc que je comprends pas. Moi je suis née, il m'a dit, dans ton ventre, mais papa il m'a aussi porté la moitié du temps. Je trouvais ça génial qu'il imagine que papa allait porter un moment et que maman allait porter à la fin. Pour lui, porter, c'était quoi? Avoir dans le ventre. Être dans le ventre. Donc c'était très drôle parce que ça m'a permis de dénouer un petit peu, on va dire, quelles étaient ses idées. Et j'ai pu comprendre que non, ce qu'il avait saisi, c'est qu'il y avait une partie qui venait de maman, une partie qui venait de papa, mais il fallait lui expliquer en effet comment les deux parties s'étaient réunies. Oui, c'est ça. C'est que les enfants, de toute manière, et même s'ils viennent pas explicitement nous poser des questions, ils en ont des questions. Parce que ça concerne leur vie, ça concerne leurs racines, d'où je viens, où je vais. Donc évidemment qu'ils se les posent. C'est des questions qui sont existentielles et ils vont trouver des stratégies pour y répondre eux-mêmes. Donc ils vont puiser dans les informations qu'ils reçoivent de la part de leurs parents, mais des copains aussi, des frères et sœurs, d'internet ou de films, enfin. Et ils vont, à partir de ce kaléidoscope, construire leur propre représentation. Et souvent, l'objectif, c'est d'entendre ces représentations-là avant de nous répondre à leurs questions. Donc, c'est très important de les écouter, de voir comment eux imaginent les choses ou comment ils les ont compris. Et parfois, comme tu dis, il faut dénouer, c'est-à-dire il faut déconstruire certaines représentations aussi, parce que parfois, là, elle était positive, cette représentation. Tout à fait. Et c'était constructif pour lui. Dans ses racines, il était issu de papa et de maman. Et il avait été porté autant par son père que par sa mère. Donc c'est un élément tellement positif. Mais parfois, il y a des enfants qui ont des représentations qui génèrent des angoisses et des peurs. Une représentation souvent qui arrive, c'est les enfants qui se posent la question comment je suis sortie du ventre de ma maman et qui font référence à leur propre corps, c'est-à-dire comment les choses entrent dans mon corps et comment les choses sortent de mon corps. Donc en général, ça entre par la bouche, c'est-à-dire on boit, on mange et ça sort par le pipi et le caca. Donc les enfants vont dire ok, donc les bébés c'est pareil. Et quand un bébé sort, c'est un peu comme le caca qui sort. Et associer bébé et caca, ben du coup, ça génère des émotions négatives, des émotions de dégoût. Et il faut pas être étonné que les enfants imaginent Burke, enfin pensent Burke. C'est souvent ça. Ouais. Et là, il faut déconstruire avec eux. Aussi la réaction souvent de la part des enfants quand on commence à expliquer réellement, par exemple, comment est-ce qu'on procrée. Eh bien, moi j'ai été confrontée à mon fils qui était écroulé de rire. Je pouvais plus le rattraper. Il se roulait par terre, il n'en pouvait plus. Mais il n'en pouvait plus. Hein. Ça dénote quoi ? Un certain malaise que tout à coup, toute cette partie-là s'ouvre à lui, c'est ça ? Alors ça dépend à quel âge déjà. Je pense que dans la grande enfance, entre 7 et 10 ans, ça va toucher effectivement la gêne ou parfois même le dégoût, ce qui est plutôt bien. Hein, parce que ça, souvent on dit mais si les enfants sont gênés, c'est qu'on doit rien dire. Mais non, si les enfants sont gênés, c'est que ils comprennent que ce qui vient de la sexualité des adultes ne fait pas partie de leur monde et que eux-mêmes ne peuvent pas s'imaginer avoir une sexualité. Donc c'est plutôt quand les enfants disent Burke, ça me dégoûte. Bravo que ça te dégoûte quand t'es un enfant. On se soucierait d'un enfant qui dit super, j'aurais envie de faire ça. Je me réjouis. Voilà. Absolument. Donc c'est plutôt quelque chose de positif qu'il faut cautionner et verbaliser aussi. Mais c'est aussi cette dimension. Souvent on pense que la sexualité ça concerne le corps. Oui. Et effectivement, bien sûr que ça concerne le corps, mais pas exclusivement. Le corps, il y a l'émotion, forcément. C'est ça. Les aspects
émotionnels. Et puis, il y a aussi les aspects liés plus à la conscience, à ce qu'on apprend, ce qu'on sait, nos représentations, mais aussi les règles de vie, les lois, par exemple, aussi, qui sont liées à la sexualité, les valeurs qu'on a. Et souvent, nous, les adultes, quand on a des questions d'enfants, on va entrer dans la réponse ou dans le dialogue avec l'enfant avec les éléments du corps. Par exemple, quand un enfant pose la question « Comment on fait les bébés ?», nous, on imagine la relation sexuelle, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de ça, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire de la grossesse ou de l'accouchement. Donc, on se focalise sur les éléments qui sont liés au corps. Alors qu'on n'en sait rien. L'enfant, c'est peut-être pas là qu'il a son besoin. Peut-être que l'enfant, il a besoin de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme décident d'avoir un enfant ou ne décident pas, parce que c'est pas toujours décidé. Donc là, on serait plus au niveau des aspects de la conscience. Et il aurait besoin d'une réponse dans cet élément-là qui concerne la sexualité. Ou un enfant aussi pourrait avoir besoin de comprendre l'histoire amoureuse de ses parents. Comment ils se sont rencontrés. Voilà, comment ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été attirés l'un vers l'autre. Exactement. Qu'est-ce qui fait dans leur relation affective qu'à un moment donné, ils ont pensé construire une famille. Et c'est aussi ça qu'il aurait besoin d'entendre, c'est-à-dire sa propre histoire, mais du point de vue psycho-affectif, émotionnel. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que cette sexualité, c'est vraiment réducteur en fait comme mot. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre projet à l'éducation familiale, on l'a pas appelé sexualité du jeune enfant, mais on l'a appelé et si on parlait des émotions, de l'intimité et de la sexualité du jeune enfant. Donc on retrouve ces trois grands aspects, les émotions, l'intimité qui serait de l'ordre de la conscience et la sexualité du corps. Et que il faut trouver les portes d'entrée pour répondre aux questions des enfants. Et en fait, déconstruire nos propres représentations d'adultes qui vont toujours aller d'abord vers le corps. C'est ça, absolument. Parce que c'est là où on a le plus d'angoisse, en fait. Voilà. C'est vrai qu'avec ces ateliers dont on va parler bien sûr tout à l'heure, c'est l'idée d'échanger évidemment sur nos différentes expériences, de dire comment nous on a pu réagir, de pouvoir peut-être venir chercher également des réponses à des questions. J'imagine qu'un des cas qui doit être souvent présenté, parce que c'est vrai que ça met mal à l'aise, c'est quand on a son fils par exemple vers l'âge de 2-3 ans qui n'arrête pas de se tripoter le zizi hein, et de plus s'il le fait en public hein. Donc oui, ça met un petit peu mal à l'aise et souvent on sait pas trop comment réagir hein. Alors on parle des garçons, mais j'aimerais quand même dire que c'est un comportement qui peut aussi arriver chez une petite fille. Souvent, pour les petites filles, il est moins visible parce que stimuler ses organes génitaux quand on a une vulve et qu'on a une petite fille, on peut le faire pas forcément avec la main, mais on peut observer des petites filles qui se frottent ou bien qui sont sur des ballons sauteurs ou sur la balançoire aussi. Et ça, c'est plus accepté socialement, donc ça passe plus inaperçu. Maintenant, la main dans la culotte, alors vers 3 ans, 2 ans et demi, parfois ils ont encore les couches, donc ça sera plutôt au moment du change que ça va arriver. Mais oui, je veux dire, l'enfant découvre son corps, découvre toute sa sensorialité et l'émotion, et la sensualité aussi de son corps. Et pour lui, le pénis ou la vulve, ça ont les mêmes valeurs que les pieds, les mains ou les massages du dos. C'est pour nous. Qu'il y a des stades différents. Voilà, c'est ça. On hiérarchise de façon différente, nous les adultes, mais pour un enfant, c'est juste découvrir son corps. Ça fait partie. Voilà. Et il est encore à 2 ans et demi, 3 ans et demi, aucune notion de qu'est-ce qui est privé, intime, et qu'est-ce qui est public. Et c'est beaucoup trop tôt pour lui expliquer ça. Il n'a pas encore le développement cognitif pour pouvoir comprendre ça. Donc c'est vrai que ça met mal à l'aise, ça met aussi mal à l'aise parce qu'il y a le regard des autres. Les autres, c'est surtout ça. Le regard des autres, ou parfois quand même c'est à l'intérieur de la famille, même ça peut nous mettre mal à l'aise. Donc oui, souvent il y a cette question qui vient et souvent les parents utilisent la porte d'entrée corps en fait. L'autre jour, j'ai
une maman qui est venue dans un café parents sexualité et qui me parlait de ça et qui expliquait que son fils, l'autre jour, il faisait ça au moment à table. On passe à table, il faut attendre un moment jusqu'à ce que les plats, enfin la règle c'est on attend que tout le monde soit servi avant de manger. Et lui, il attendait. En attendant, il s'est occupé. Et en attendant, il s'occupait d'être confortable en fait. Et il avait la main dans la culotte. Et la maman ne savait pas comment réagir. Et elle disait, je sais, c'est un comportement qui doit être privé, donc j'ai hésité à l'envoyer dans sa chambre pour lui dire, ok, tu peux faire ça, mais dans ta chambre. Et c'est vrai que si on fait ça, c'est qu'on va se concentrer sur le comportement et le corps, et alors qu'on pourrait utiliser les outils pédagogiques qu'on utilise au quotidien, parce que pour ce qui concerne la sexualité, on n'a pas besoin de s'inventer des autres outils pédagogiques, mais utiliser, c'est quoi les règles quand on est à table. Une des règles, c'est que quand on attend ou quand on va manger, on n'a pas la main dans la culotte, mais c'est la même chose. Quand on attend, on n'est pas en train de dessiner non plus, en attendant que les plats soient servis, ou on n'est pas en train non plus d'être sur son téléphone portable quand on est un adulte. Donc, et on n'est pas non plus en train de embêter son frère ou sa sœur. Voilà. Ça fait partie d'une règle globale, en fait. Mais c'est ça. C'est-à-dire que la thématique de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, en fait, c'est pas un électron libre, où il faudrait plus de compétences ou des compétences qui sont différentes, mais non. Ça fait partie de l'éducation en général et on peut utiliser les mêmes compétences. Il faut juste parfois changer les lunettes, en fait. Et on est tellement surpris par le comportement de l'enfant et on est nous-mêmes mal à l'aise qu'on va utiliser les lunettes sexualité, alors qu'on peut très bien utiliser les lunettes éducation générale et se dire, quand un comportement n'est pas attendu, parce qu'il y a des règles, on va utiliser les règles du moment, c'est-à-dire à table comment on se comporte. Absolument. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je pense que c'est aussi important de cautionner auprès des enfants l'émotion ressentie par l'adulte, parce que l'enfant, il voit bien que quand il a un comportement sexualisé, l'adulte ne va pas réagir de la même façon que s'il jouait au Playmobil à table. Donc, nous aussi, de dire, d'abord dire ce qu'on voit, et ça, c'est tout un travail de oser dire à un enfant, je vois que tu as mis la main dans la culotte et que tu touches ton pénis ou ton zizi, ou que tu touches ta zézette ou ta vulve. On dit ce qu'on voit, ça me gêne, parce que maintenant, c'est pas le moment, parce que on est à table et on attend chacun son tour, enfin on attend avant de manger tous ensemble, par exemple. Donc formuler, quoi. C'est ça, formuler, dire ce qu'on voit. Mais déjà, souvent ça pose un problème aux parents. Oui, parce qu'il y a, entre guillemets, déjà la morale et le jugement qui arrivent, qui interfèrent dans ce qu'on aurait envie de dire. C'est ça, et puis quels mots on va utiliser. C'est ça. Donc il faut avoir anticipé quels sont les mots en lien avec la sexualité qu'on va utiliser avec nos enfants. Souvent c'est assez simple, l'exemple du garçon, tu touches ton zizi, voilà, mais pour une fille tu touches ta zézette et encore. C'est vrai que c'est plus compliqué. Il faut être honnête. Donc, en effet, songez déjà, comme tu le disais, à ce domaine, on va dire. Alors, déjà en amont, déjà faire un scan, j'ai envie de dire, de soi-même. Qu'est-ce qu'on est prêt à dire, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser un peu plus tabou. Et je pense d'ailleurs, dans ce sens, que les ateliers et les cafés parents peuvent justement aider à dédramatiser, aider à rendre cette discussion finalement, comme tu le disais, courante, comme on parlerait du fait que non, on met pas les doigts dans le nez à table, quoi, ou même ailleurs. Exactement. Exactement. Ça, et la question de l'anticipation, parce que nos enfants viennent au monde comme des êtres sexués. On peut pas le nier. Et même, on l'affirme tellement à la naissance d'un enfant, parce que c'est une des premières choses qu'on dit de nos enfants. C'est, on a une fille, on a un garçon. Donc cette question-là, elle est ancrée dans la vie depuis le départ. Et puis c'est une énergie
de vie. On dit l'énergie de la sexualité, c'est l'énergie de la vie, de la curiosité, de l'intérêt. C'est une énergie qui porte les enfants depuis le départ et qui nous porte jusqu'à la fin de notre vie. Elle évolue, cette énergie, évidemment. Et on peut pas dire que l'énergie sexuelle des adultes, c'est la même énergie que celle des enfants. Évidemment, non. C'est très important. Chacun a sa place. Nous, les adultes et les enfants. Mais voilà, cette énergie, elle est là et on ne l'a pas anticipée. Mais ça commence déjà. Comment est-ce qu'on change un bébé? Qu'est-ce qu'on dit? Quand on touche le bébé, quand on touche les organes génitaux, par exemple, est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle pas? Comment on va transmettre les réactions de l'enfant aussi à ce moment-là? Est-ce qu'on lui dit comment il réagit? Est-ce qu'on voit s'il aime pas? Si c'est agréable, désagréable? Donc voilà, c'est tout des éléments de l'éducation qui sont importantes. Absolument. Il y a la possibilité, alors bien sûr, de participer à ces cafés parents et à ces ateliers. Il y en a d'ailleurs un qui démarre sur cette thématique justement de « Et si on parlait des émotions, de l'intimité et de la sexualité du jeune enfant ?» Ça va démarrer mercredi le 11 octobre, c'est juste? Oui, c'est ça. Et ça va se passer où déjà? Alors, c'est un atelier qui se passe à Fribourg, au cycle d'orientation de Pérol. On a une salle qui est gracieusement mise à notre disposition. Donc, c'est une rencontre entre parents, maman et papa, parce que cette question-là, ce thème-là, bien sûr qu'il est aussi d'actualité pour les pères. Bien sûr. Pendant longtemps, ce domaine-là a été réservé aux femmes, et c'était les femmes qui faisaient l'éducation sexuelle, même dans les écoles. Et je pense que les pères ont une vraie place à prendre, à la fois les mères à laisser une place aux hommes et les hommes à prendre une place sur ces questions d'éducation à la sexualité. Du coup, ces ateliers sont ouverts aux papas et aux mamans. On peut venir seul ou en couple. C'est 4 rencontres avec un mois à peu près d'intervalle. Ce mois-là, il permet aussi d'observer nos enfants de façon différente, d'expérimenter des outils qu'on aurait partagés et échangés avec d'autres parents, de revenir avec des questions nouvelles. Donc ces 4 rencontres, par exemple, le dernier atelier que j'ai animé, les parents m'avaient demandé une 5e rencontre, parce que quand on ouvre la porte de cette thématique et qu'on se rend compte à quel point elle fait sens et à quel point elle est en lien avec tout le reste de la vie, du coup on se passionne. Et je comprends, je suis passionnée. Ouais. Il y a de quoi faire. En tout cas, on peut aller bien sûr sur le site de l'éducation familiale, www.educationfamiliale.ch, ou alors le téléphone 026 321 48 70. Pascal, un grand merci d'avoir partagé avec nous cette émission. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Dania.